Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast, je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec Mathieu Gallet. Bonjour Stéphane. Salut Mathieu, pour parler de Passager 57. Always bet on black. Voilà, parie toujours sur le noir. Alors, Passager 57, un film de Kevin Hooks, réalisé en 1992, sorti chez nous en mai 1993, voilà, avec Wesley Snipes. C'était le premier vrai film d'action pur et dur de studio de Wesley Snipes. Voilà, son premier rôle en tête d'affiche dans un film d'action, exactement. Wesley Snipes qui à l'époque sortait en gros de Jungle Fever, de films comme ça. Il avait aussi quand même fait King of New York, hein, ouais. Il avait un rôle secondaire. Et New Jack City. New Jack City évidemment, qui a été le succès de l'année précédente, voilà. Et c'est même à mon avis pour ça que la Warner a parié sur le noir, quoi. Voilà, tu vois, ça c'est fait. Maintenant on passe à autre chose. Et j'aimerais bien que tu nous pitches Passager 57 parce que Passager 57, mine de rien, c'est un Die Hard Exploitation. Ah bah complètement, on est dans le Die Hard Exploitation pur et dur. Donc après Die Hard, alors non c'était après Die Hard dans un bateau, c'était après. Ça, c'était après, c'était en même temps quasiment. C'est sorti en 93 aussi effectivement, Piège en haute mer. Donc bah là c'est Die Hard dans un avion. Voilà. Alors Wesley Snipes joue John Cutter, ancien policier, agent des services secrets et tout ça, qui a été traumatisé puisque sa femme est morte dans un braquage de supérette où il a tenté d'intervenir. Et du coup, il s'est reconverti en instructeur de sécurité aérienne à son compte, donc il donne des leçons. Et en fait, son vieux pote Sylvester Del Vecchio, joué par Tom Sizemore, vient le chercher pour devenir le nouveau chef de la sécurité d'une compagnie aérienne. Donc John Cutter accepte. Et alors qu'il prend l'avion donc au siège 57, d'où le titre, pour se rendre, je sais plus, il part à Los Angeles, je crois. Oui. Voilà, pour se rendre, donc, prendre ses fonctions à la compagnie. Il se retrouve, en fait, il s'avère que donc sur le vol qu'il prend, le FBI. Un vol commercial. Un vol commercial, oui. Bien écrit, bien foutu le scénario. Non, mais alors pour le coup, ils font même carrément la remarque dans le film, quoi, je crois. Donc, en fait, sur ce vol-là, le FBI décide de transporter Charles Rane, alias Reign of Terror, un terroriste international recherché par à peu près toutes les polices du monde, qui vient d'être arrêté en Floride alors qu'ils allaient faire une opération de chirurgie esthétique pour changer son visage et disparaître. Voilà. Évidemment, Charles Rane a placé ses complices à bord, qui vont prendre le contrôle de l'appareil, et il incombe donc à notre passager 57 du titre de sauver la situation. Voilà. Et il va le faire en pétant des gueules. Voilà, très bien pitché. Magnifique, Pitchman, on m'appelle. Incroyable. Et non, jusque-là c'était toujours un petit peu machin, mais là c'est assez direct. On sent que le film est simple. Bah voilà, oui, c'est simple, ça dure 1h24 en même temps, on va pas non plus. C'est ouf. Alors moi c'est un film que j'aimais beaucoup. Pareillement. À l'époque quand je l'ai découvert, parce que j'aimais beaucoup Wesley Snipes, c'est que je me disais c'est super que ce soit un héros d'action, etc., etc. Parce que c'est vrai que moi je l'avais découvert dans King of New York, je l'avais découvert dans New Jack City et dans Jungle Fever de Spike Lee, et je me suis dit mais c'est un super acteur, et je continue à considérer que c'est un super acteur Wesley Snipes. Je sais qu'il a pas forcément toujours cette réputation auprès des gens, mais moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, qui est capable de passer de l'action au drame, qui a une vraie versatilité. Ouais, et puis aussi une vraie vision du cinéma d'action. Alors c'est pas flagrant là dans Passager 57, c'est plus flagrant évidemment dans Blade, parce que il a ramené tout un tas de bagages en fait culturels qu'il a, et son appréciation du cinéma japonais et ce genre de choses en fait, et asiatique. Mais je me disais c'est trop cool en fait parce que ça change un peu, même si j'aime beaucoup Stallone, Schwarzenegger et compagnie, Bruce Willis, tu vois, ça changeait un petit peu à cette époque-là d'avoir quelqu'un comme Wesley Snipes qui se la pète, mais se la pète avec un certain sens de la classe, je trouve, tu vois. Oui. Voilà, et y compris dans ce film-là. Ah bah oui, la fameuse veste en cuir. Voilà, c'est ça. Et puis non, mais même les scènes. Tu parlais de la scène qui est un flashback, hein, un peu pété d'ailleurs, hein, en vrai. En noir et blanc et tout. Voilà, classieux. Sur la mort de sa femme, tu vois, ou même déjà que sa femme, il est en train de se la péter dès le début, quoi, tu vois. Donc, il fait le beau. Voilà, il fait le bel homme, quoi. Donc voilà. Alors. Die Hard Exploitation, effectivement, parce que à cette époque-là, donc Die Hard avait été un succès, avait généré une formule qui était donc, effectivement, comme tu l'as dit, on prend Die Hard et on le met quelque part, tu vois. D'ailleurs, Die Hard lui-même avait fait Die Hard dans un avion quelque part. Ouais, Die Hard dans un aéroport. Dans un aéroport. Die Hard 2, mais on a déjà fait un épisode dessus, donc on va pas revenir dessus. En plus, il était assez long. Voilà. Et alors, ce qu'il faut peut-être préciser, mais tu vas peut-être revenir aussi sur l'historique du film. Là, c'est un petit trivia, voilà. Apparemment, Warner avait proposé le film à Steven Seagal.
D'accord. Alors, et en fait, il lui a donné 2 scénarios au choix. Il a dit Passage 57 ou Under Siege. Et finalement, il est parti faire Under Siege avec le succès qu'on connaît. Et c'est Wesley Snipes qui s'est retrouvé. Voilà. Alors, moi, je l'ai appris là en me renseignant un petit peu, en renvoyant le film, quoi, pour ce podcast. Parce qu'il me semblait que l'autre fois où on va dire les carrières respectives de Snipes et Steven Seagal se sont croisées, c'était sur Drop Zone. Je me rappelais que, bon là pour le coup Drop Zone c'est vraiment très mauvais, John Badham 1995. Pas sa meilleure période. Hein, voilà, c'est 1994. Mais Drop Zone, et alors là c'est là où tu te dis mais Steven Seagal dans Drop Zone, mais comment ça marche dans votre tête et tout quoi. Tu vois, c'était un rôle qui était prévu pour Steven Seagal. D'accord. Et finalement, c'est Snipes qui l'a pris, quoi. Mais apparemment, en fait, l'écriture de Passage 57, aussi simple soit-elle, en fait, à mon avis, elle a été beaucoup ramenée à la portion congrue. C'était pas tout à fait ça le projet à la base. Non. Alors à la base, donc c'est un scénario écrit par un réalisateur et scénariste qui s'appelle Stuart Traffill. Stuart Traffill qu'on connaît essentiellement pour The Philadelphia Experiment. Je sais pas si on a un titre français, mais non, Philadelphia Experiment. Philadelphia Experiment, qui a aussi fait Ice Pirates. Et plus tard, Mac and Me, voilà. Le fameux Mac and Me, le rip-off de E.T. Le rip-off total de E.T., sponsorisé par je ne sais plus quelle chaîne de... C'était McDo, non, je crois. Ouais, c'est ça. McDo. Ouais. Voilà. Et donc, alors lui, il avait écrit un scénar original qui était, selon ses dires, il destinait à un acteur genre Clint Eastwood. Et ce scénario original, ça s'appelait déjà Passager 57. Et alors à la base, ça parlait d'un type qui partait en Espagne enterrer son fils. Et sur le vol, il se retrouvait assis à côté d'un terroriste iranien, puisqu'à l'époque on était encore c'était l'ennemi, c'était l'Iran, et qui détournait l'avion, qui emmenait l'avion en Iran, et donc il prenait l'avion en otage pour je ne sais quelle revendication. Et le héros réussissait à s'échapper, et donc se retrouvant en Iran, allait à son tour kidnapper les mollahs, et donc se servir des mollahs comme monnaie d'échange pour les otages de l'avion. Voilà. Et Stuart Traffill raconte qu'il a écrit ce scénario et il l'a donné au patron du studio, et le patron du studio lui a dit si on fait le film comme ça, ils vont faire péter les cinémas. D'accord. Voilà. Donc il a fait quelques réécritures, ensuite il est parti sur un autre projet, et il est revenu 2-3 réécritures plus tard, et il a dit, et là c'était devenu un black movie, je reprends ces termes. Ouais. Voilà. Et il dit qu'a priori ce qui reste à peu près son scénar dans le film, c'est à peu près les 15 premiers pourcents du film, quoi, à peu près. Voilà. D'accord. Ensuite le film a donc été écrit, au final le scénario est crédité à 2 types qui sont Dan Gordon, qui est le scénariste de Wyatt Earp, Meurtre à Alcatraz, Contrat sur un terroriste, Hurricane Carter et plus récemment Rambo 5. D'accord. Last Blood. Et l'autre c'est David Lowery qui a écrit Dreamscape, Star Trek 5, qui a retrouvé Wesley Snipes sur Money Train, et qui visiblement il y a quelques années s'est spécialisé dans le film de Stalker, puisqu'il a écrit genre 4 ou 5 films comme ça sur le thème d'un couple tranquille dont la vie se retrouve perturbée par un intrus. Voilà. Donc il a écrit Harcelé avec c'était Samuel Jackson, je crois, c'est Neil Labute. Il a écrit Obsessed avec Beyoncé. Il a écrit plus récemment The Intruder avec Dennis Quaid et Fatal avec Hilary Swank. Voilà. Des pointures, des pointures. Bon, alors après, comment dire, effectivement, c'est un galop d'essai pour Wesley Snipes. Donc, comment est-ce qu'il s'en sort sur ce film-là ? Eh ben, moi je trouve que en revoyant le film aujourd'hui, c'est vraiment en fait il arrive dès son premier film en tant que héros d'action à imposer un style en fait. C'est-à-dire que tu revois le film maintenant, tu repenses aux autres films d'action qui se faisaient à l'époque et aux autres héros d'action en fait qui arrivaient à l'époque, et lui il amène un style en fait déjà beaucoup plus souple en fait, quoi. Puisque Snipes c'est vraiment un praticien d'arts martiaux en fait, ce que n'était pas Stallone, ce que n'était pas Schwarzenegger qui eux jouaient sur leur force brute, ou ce que n'était pas Bruce Willis qui lui avait donc le côté un peu débrouillard et tout ça, dans la poussière et homme simple, voilà, everyday man et tout ça. Et donc Snipes lui il amène déjà cette silhouette plus longiligne, parce qu'il est assez grand et tout, très félin, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, c'est vraiment félin, voilà. Et il a cette souplesse dans les scènes d'action, il fait vraiment, quand il fait du karaté, il fait ses mouvements d'arts martiaux, tu sens que c'est vraiment un mec qui pratique et tout ça. Voilà, et il a ce côté, alors effectivement il a ce côté que pouvait avoir Seagal, genre où tu sens qu'il est vraiment beaucoup plus balèze que les mecs en face de lui, mais il arrive à rendre ça plus naturel en fait.
Ouais, puis en fait, alors on dit qu'il se la pète un petit peu, ce qui est vrai, hein, c'est le propre de Wesley Snipes, hein, tu vois, mais c'est pas Steven Seagal, parce que en fait, à la limite, il se la pète avec charme, alors que Steven Seagal, il se la pète pas avec charme du tout. Non, il y a le côté il a pas le côté arrogant et désagréable en fait que peut avoir Seagal même dans ses si c'est un truc qu'il aime bien un petit peu jouer quand même. En fait, oui, le côté faut pas me faire chier. Quoi, voilà, et puis je sais que je vais te, peut-être tu vas réussir à me mettre une patate dans le nez, mais moi je vais te défoncer la gueule derrière, quoi. Ouais. Je suis plus fort que toi et je le sais. Alors moi, je me rappelle que déjà à l'époque, pour le coup. Alors bon, à la revoyure, le film, faut être honnête, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc qui est assez marrant, c'est que tu regardes le film, tu vois que c'est quand même signé, c'est un film Warner, et tu te dis putain, mais en fait, il y avait vraiment une époque où on faisait pas du tout du cinéma sophistiqué dans les studios, quoi, parce que là, c'est vraiment, en fait, mais ouais, j'essaye de revenir un petit peu à cette époque-là. Je me disais, mais est-ce que c'était sophistiqué ? Je pense qu'il y avait une sophistication dans l'idée que ça soit un héros noir, qu'il y avait un truc comme ça, etc., qui était pas fréquent forcément à l'époque, quoi, en tête d'affiche. Même s'il y avait Eddie Murphy dans la décennie précédente, mais voilà, c'était vraiment un gros cas à part en fait de starification, quoi. Le truc, c'est que à part ça, c'est quand même un film de série de base, quoi. Tu vois, complètement. Et quand je dis pas sophistiqué, mais alors vraiment pas sophistiqué, parce que dès l'écriture, dès le début, c'est-à-dire que la scène d'ouverture. Alors déjà, moi j'aime bien le générique avec Stanley Clarke, tu vois, la musique de Stanley Clarke, parce que même si c'est effectivement très synthé 80s, voilà, etc., enfin Stanley Clarke, c'est toujours sympa de l'avoir dans un film, quoi, tu vois. Et c'est cette scène d'ouverture où il va se faire opérer, le personnage de Bruce Payne, hein, parce que faut quand même préciser que Bruce Payne, tu vois, grand second rôle, je sais pas moi comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Cabotin ouais, un peu. Mais alors, tu vois, bizarrement, j'avais le souvenir d'un mec très cabotin, il est pas tant que ça dans ce film. Non, mais c'est parce que c'est plus dans Donjons et Dragons, ouais, des trucs comme ça. Voilà, c'est Tabodard. Voilà, mais c'est quand même pas un très grand acteur, Bruce Payne, hein, faut le dire, tu vois, qui se la joue un peu all Suave shit dans celui-là, tu vois. Complètement. Voilà, t'as quand même cette scène qui est incompréhensible. Enfin, moi, je la comprends pas, cette scène. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il va se faire opérer. Il regarde le chirurgien qui sue là, tu vois, parce qu'il sait que le chirurgien sait quelque chose, tu vois, et en fait il lui demande quelle heure il est, et quand le mec lui dit il est midi, il pète un boulard et il commence à lui ouvrir la gorge et il se barre parce qu'en fait d'un seul coup t'as un SWAT d'intervention qui arrive, mais surtout tu te dis c'est quoi le rapport entre l'horloge midi et l'attaque, en fait, parce que tu te dis la SWAT team elle attend pas midi pour attaquer ou alors elle a prévenu les gens, je sais pas, mais toi tout ça c'est absolument pas clair, mais bon, c'est une scène d'action et en fait c'est là où il se fait appréhender, effectivement, et ça par exemple, rien que cette scène là, c'est déjà une scène un peu, tu vois, basique de série B, direct to vidéo, quoi. Tu vois, je veux dire. De toute façon, le film est vraiment pensé comme ça. Hein. Oui, c'est étonnant, en fait. C'est-à-dire que la plus-value, c'est vraiment Wesley Snipes, en fait, sur ce truc-là. Et alors, moi, à l'époque, déjà, je m'étais quand même, même si j'avais bien aimé le film, ce qui est quand même un peu limite aujourd'hui, hein, il est un peu limite aujourd'hui, j'avais bien aimé le film, mais je me disais, putain, ils tiennent pas, ça dure 1h20, et ils tiennent pas leur putain de concept, en fait, de d'ailleurs dans un avion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'avion, il se pose, ou non, je sais plus, il saute de l'avion. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès qu'il arrive à échapper à la vigilance des terroristes, en fait, il se retrouve donc dans le mess, en fait, la partie inférieure de l'avion. Ouais. Et en fait, il va couper. Il trouve un moyen de vider le fuel, en fait. Ouais. Donc, il vide le fuel pour forcer l'avion à se poser. Voilà, et donc en fait il force l'avion à se poser, il se retrouve en fait à se chercher dans, comment t'appelles ça, un parc d'attractions, pas un parc d'attractions, une fête foraine, voilà. Un truc comme ça, ouais. Et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, les gars, c'est d'ailleurs dans une fête foraine maintenant là, tu vois, alors tu vois, d'un seul coup et ils repartent en plus après dans l'avion. Oui, ils repartent, il trouve en fait il fait venir, il dit je vais buter un otage toutes les 3 minutes, si vous me, alors en plus il leur monte un bobard parce qu'en fait il balance par la porte de l'avion, il balance un mec qui était déjà mort, en fait, quoi, qu'il avait déjà tué avant, quoi. Et parce qu'il est diabolique, en fait. Charles Ryan est diabolique parce que en fait il a cette espèce de complexe, mais même là c'était déjà un cliché, le personnage, tu vois, alors ça a été refait beaucoup, quoi, mais en fait tu te rends compte, tu te sens que ce personnage, ça se voudrait être leur réponse à Hans Gruber, tu vois. Ah oui, complètement. C'est-à-dire le mec bien habillé, bien coiffé, pas le mec patibulaire forcément, grosse masse et tout, tu vois, mais le mec vraiment
très intelligent, tu vois. Et sauf qu'en fait, le plan, froidement calculé. Voilà, le plan est pas super élaboré, quoi. Tu vois, c'est même pas un vrai grand jeu d'échecs, quoi. C'est juste, tu vois, c'est un terroriste, quoi, de base. Il a pris l'avion en otage et puis après, voilà, quoi, on improvise, quoi. Et il a placé Elizabeth Hurley, je sais plus qui, tu vois. Alors les petits second rôles sympathiques, quoi, pour le coup, dans la bande des méchants. Il y a Michael Horse qu'on connaissait de Twin Peaks à l'époque, et il y a Mark McCauley aussi, qui est une bonne trogne qu'on a vu dans plein de trucs aussi. Et quand je dis que, comment dire, le mec est pas sophistiqué, enfin que c'est pas sophistiqué pour dessous ce film, c'est-à-dire que t'as quand même des scènes et qui étaient dans la bande-annonce, hein, c'était génial, parce que tu te dis putain, ils ont vendu le film sur ça, quoi. C'est le moment où il y a un gamin, tu sais, qui fait genre, tu sais, qui fait les doigts comme ça pour faire genre je te tue, c'est comme ça avec comment dire, avec Bruce Payne, et Bruce Payne lui répond avec 2 flingues comme ça, tu sais, en faisant la même chose avec 2 doigts, tu vois. Non, mais c'est surtout qu'ils ont les menottes en fait. Il montre qu'il est menotté. Et là, le gosse, il se chie dessus. Parce qu'il voit que le mec est menotté. Ouais, mais bon, d'accord. Okay. Ça, on sent le petit Mathieu Gallet qui lui-même avait été impressionné par le charisme félin de Bruce Payne, tu vois. Moi, j'ai vu le film sur Canal, en fait. J'ai découvert quand il est passé sur Canal, parce que j'étais pas allé le voir en salle. Et j'ai bien usé la VHS à l'époque. Ah, mais moi, j'avais bien aimé. Et alors, bon, c'est vrai que le film, c'est vraiment un film d'époque, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas. Enfin, je pense que le mec. Alors là, on fait des épisodes de stéroïdes, des fois, pour des personnes aussi, des auditeurs qui ne l'ont pas forcément vu et qui se disent, tiens, je vais aller regarder ça. Et alors, il faut que vous soyez prévenus quand même. Hein. C'est un film. Clairement du début des années 90, ça va pas très loin, très quoi. Marqué, Tiens, c'est voilà. très marqué 90s, hein. Voilà. Ouais. Et donc effectivement, donc c'est un film qui ne tient pas son concept, en tout cas pas du long, qui fondamentalement en fait, si tu veux, fonctionne effectivement pour la présence de Wesley Snipes, pour le côté un petit peu, comment dire, ça dure 1h20, donc en fait tu as pas trop te faire chier quand même, faut être honnête. Ça déroule bien, hein, pour le coup. Voilà. Malgré effectivement ce que tu dis sur le fait qu'ils abandonnent un peu le concept à la moitié du film, t'as quand même pas le temps de t'emmerder en fait, quoi. T'as pas le temps de t'emmerder, et puis bon, c'est réalisé par Kevin Hooks, mais bon, Kevin Hooks c'est pas un grand réalisateur, il a fait peu de temps après, il avait fait Fled. Ouais, la chaîne. Non, c'était. Fled en français, c'était Lien d'acier. Lien d'acier, ouais, voilà. Dans la chaîne, c'était le truc de. C'est le film qui était basé, enfin, sur lequel se basait le truc, c'est avec Sidney Poitier, je crois. Oui, voilà, c'est ça, et Tony Curtis. Mais en fait, bon, basé de très loin. Loosely based on. Alors que moi, à l'époque, j'ai fait un podcast là-dessus avec Arnaud sur les spécialistes. En fait, j'étais persuadé que c'était, comment dire, un remake des spécialistes. J'ai vu la bande-annonce du film, et quand j'ai vu le film arriver en salle, et que je suis allé le voir en salle d'ailleurs, j'étais persuadé que c'était un remake des spécialistes, et pas du tout. Alors Kevin Hooks, c'est le fils de Robert Hooks qu'on voit dans dans le film. Et Robert Hooks, bon, c'est pas un grand comédien non plus, mais c'était Mr. T dans Trouble Man. Un blaxploitation des années 70 qui est mémorable, non pas pour la qualité du film, je crois en français c'était Fureur Noire, mais mémorable surtout pour son soundtrack signé Marvin Gaye, dont on parle d'ailleurs dans Captain America, le soldat de l'hiver, puisque c'est le Faucon qui suggère ça à Captain America quand il lui dit voilà ce que t'as raté dans l'intervalle. Quand t'étais dans la glace, ouais. Voilà, c'est ça. Et alors c'est vrai. Il a raté ça. Voilà, parce que c'est un excellent. Voilà, c'est un très grand soundtrack, quoi. Je crois qu'il parle de la BO en plus, c'est ça surtout. Ouais, c'est la BO. Il parle vraiment de la BO. Ouais, bah le film est pas resté. Hein. Enfin, clairement, la seule raison. Enfin, le truc se vend à part parce que c'est un album de Marvin Gaye en fait. Voilà, quoi. Il y a des chansons et surtout de la musique, et c'est vraiment excellent, quoi. Si vous aimez ce type de musique et la blaxploitation de manière générale, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que la connexion est intéressante parce que ça se voudrait être un petit peu quand même aussi. Voilà, tu disais en fait, c'est devenu un film black, comme il disait Stuart Raffield, mais en réalité ça se voudrait être un blaxploitation des années 90 en fait, avec on va dire finalement les qualités et les défauts en fait d'un blaxploitation de série. Tu vois, mais ça, en fait, je crois qu'on peut vraiment définir comme ça. C'est un film de série, quoi. Voilà, et qui se rajoute à la logique de Die Hard Exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, alors Die Hard Exploitation, ça c'est notre petite invention à nous. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, tous les films qui se veulent dans la lignée de Die Hard. Et c'est un mouvement en fait qui finalement a commencé en 88, donc avec Die Hard, et puis qui s'est terminé, on va dire, enfin plus ou moins en 95, 96, 97. Ouais, ça s'est étiolé. Après, il y a eu beaucoup de. Si tu regardais les DT, enfin les trucs en direct ou vidéo à l'époque, il y en avait 20 000. Quoi, tu vois. Moi, je me rappelle que les pages vidéo d'Impact à l'époque, c'était vraiment jonché de trucs avec Cracker Jack. Enfin, t'avais celui qui se passait. Chaser. Ouais, bon, du coup, tu te rappelles mieux des titres que moi, mais il y en avait un, je me rappelle, où ça se passait. Genre, c'était un truc dans un concours de mannequins dans un hôtel. Avec Mathias Hughes, je crois. Je vais pas trop trouver le titre, mais. Dans un concours de mannequins. Ouais, mais c'est ça, où c'était les Miss là qui allaient péter des. Ou de bodybuilding féminin, je sais pas, un truc comme ça. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va trouver dans les commentaires
j'espère qu'il va nous le sortir, quoi. Ouais, j'irai chercher sur IMDb après parce que ça m'est revenu comme ça. Là. Mais bon, voilà, oui, c'est vrai qu'effectivement, on va dire en gros, c'est quoi pour toi le dernier? On va dire post Under Siege 2. Non, parce que en fait, mine de rien, c'est quand même. Alors, c'est une manière de détourner ça et de le faire un peu différemment. À la fin, t'y penses pas vraiment, mais The Rock, c'est ça aussi. Ah bah oui, c'est vrai. The Rock, c'est ça. Daylight, c'est ça, hein, tu vois. Mais c'est pas tout à fait la même chose parce que Daylight, y a pas le côté terroriste pour le coup. Non, mais il y a le côté film catastrophe et mine de rien, c'était aussi le côté, c'était aussi une des références de Die Hard en fait, le côté tour infernal. Oui, quoi. Donc, en fait, tu te retrouves avec des trucs. L'idée en fait d'un film d'action en lieu clos. En fait, même si le lieu clos en question est beaucoup plus large que comment dire, qu'un building ou que voilà, c'est cette notion-là en fait. Il faut dire que McTiernan avait un peu mis le point final au genre avec Die Hard 3 aussi, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où tu prends la ville entière comme terrain de jeu, t'as plus beaucoup d'espace pour aller faire autre chose, quoi. Oui, et puis Die Hard 3 de toute façon c'est un film qui se mettait en opposition à Die Hard. De toute façon, c'est parce qu'il a bien vu que tout le monde faisait la même chose, donc il s'est dit non, je vais pas faire la même chose, je vais pas me singer moi-même. Et surtout, il y a cette autre notion, c'est que de toute façon, même quand Die Hard 3 est sorti, il y a quand même eu en fait mort subite derrière, 6 mois après, qui était pour le coup littéralement en fait ultime décision et tout ça. Voilà. Donc Passager 57 s'inscrit un peu là-dedans, mais se rajoute en fait la notion de blaxploitation. Alors pas forcément avec des chansons ou des trucs comme ça, mais le score de Stanley Clarke, ça se veut être quand même quelque chose, enfin une version années 90 de ça, quoi. Et bon, on dira que c'est entre ça, Wesley Snipes et le côté Die Hard, c'est fondamentalement en fait on a décrit le film. Je pense qu'on peut pas vraiment aller beaucoup plus loin. Et si c'est ça qui vous intéresse, alors là, le film délivre. Mais pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est pas un film qui a beaucoup d'autres ambitions en fait. Et tu peux pas. Moi, j'ai pas de problème avec. Enfin, je veux pas reprocher à un film de pas vouloir être plus que ce qu'il est en fait, quoi. Et je trouve que voilà, et du coup, dans ses limites, il en a, mais le film reste sympathique, quoi. Ouais, moi, je trouve que ça se revoit encore bien, quoi. C'est pas désagréable. Non, mais le problème, c'est que en fait, est-ce que tu retiens une scène d'action? Ah, ça c'est voilà, ça c'est-à-dire que tu retiens à peu près la. Alors si le combat final, parce que pour le coup, ils ont vraiment fait ça eux-mêmes. Ils ont autant Wesley Snipes que Bruce Payne ont tenu à ce qu'il n'y ait pas de stun de doublure cascade pour leur mano à mano final, et ils ont vraiment fait tout ça eux-mêmes. Alors en plus de ça, de toute façon, on commence à voir Snipes ramène déjà des fidèles, puisque le régleur cascade sur le film c'est Jeff Ward. Oui, bien sûr. Et qui va le suivre à peu près partout en fait. Il va se retrouver sur Blade et tout ça aussi, quoi. Donc voilà. Qui apparemment est un mec pas facile, qui a une répute un peu difficile. Bah, Del Toro c'était pas trop entendu avec lui, je crois, sur Blade 2. Il y avait eu, mais ça avait clashé. De toute façon, Blade 2, je crois que derrière, au terme des réglages de cascade, ça avait clashé avec un peu tout le monde, parce que Donnie Yen aussi, c'était pas vraiment. Voilà, ça avait été apparemment assez compliqué. Mais bon, c'est la répute de Jeff Ward, c'est ça. Oui, mais bon, après voilà, quand même un mec qui a de la bouteille, quoi. Voilà. Et donc du coup, effectivement, non, je vais pas forcément retenir beaucoup ces actions. Bon, t'as 2-3 trucs. Moi, je me rappelle encore l'image de à la fin, Bruce Payne qui se prend un chassé dans la gueule et se fait éjecter par la porte de l'avion, quoi, en plein vol et tout, et qui tombe avec ce plan où on le voit tomber. Tu te dis, putain, moi quand j'étais là, je me suis dit, putain, c'est long quand même, tomber. Et le mec, il a le temps de se voir mourir 100 fois, quoi. Voilà, il y a le moment où ils escaladent la tour là pendant la fête foraine, et il y a une chute assez spectaculaire, un mec qui se fait descendre. Enfin, non, c'est ça, il dégage le mec du pied, et le gars se prend une gamelle assez spectaculaire, mais c'est vrai que voilà. Après, c'est des cascades un peu de série, quoi. Oui, non, mais bien sûr, encore une fois, voilà. Mais c'est vrai que si tu revois le film, tu retiens plus la figure centrale de Wesley Snipes que les scènes d'action en elles-mêmes, quoi. Ça réussit vraiment à l'imposer comme. C'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, en un film, le mec réussit vraiment à s'imposer, en fait. Mais c'est-à-dire que en fait, Wesley Snipes, il a une vraie personnalité, et en gros, c'est un peu ce que tu retiens finalement des films de Wesley Snipes, en tout cas à cette époque-là. Ce que j'entends par là, c'est que dans les films d'action, tu allais voir par exemple ce polar là qu'il avait fait juste après, la Extreme Limit. Ouais, Boiling Point. Boiling Point, en fait, voilà, qui était pas terrible, tu vois, mais qui valait le coup pour les acteurs, tu vois. Il y avait Drop Zone, on en a parlé. Il y avait Money Train. Ouais. Je l'ai vu en salle celui-là pour le coup, mais je m'étais fait chier. Ouais, alors moi je me rappelle juste de la mort de Chris Cooper qui était assez spectaculaire, où il se fait percuter par le train après, s'est fait enflammer. Et ça c'était un des trucs en fait qui était un petit peu dommage, je trouve, mais bon, c'est pas un podcast forcément sur Money Train, mais en fait c'était ce qui était bien en fait dans Money Train, c'est qu'il y avait, comme ça se passe dans un train et que c'est des agents de sécurité dans un train, en gros dans le circuit du métro new-yorkais, en fait ce qui aurait pu être sympa, c'est d'avoir un côté chronique, un côté quotidien, tu vois, si tu veux, et par exemple en fait le personnage justement de l'incendiaire là, voilà, ça aurait pu être sympa d'en avoir quelques-uns, des trucs comme ça en fait, des petits crimes ou des machins, tu vois, des tarés, des psychopathes, des trucs, et que ça soit ça leur quotidien, plutôt que toute l'idée et que le Money Train ça soit dans la deuxième partie, tu vois. Mais t'avais quand même le méchant.
C'était Robert Blake, c'est Robert ça Blake, ouais, là, ça. qui était quand même assez savoureux parce que en fait, c'était le mec diabolique par excellence, quoi. Si vous faites chier avec mon train, je vais vous baiser à mort, tu vois. Oui. C'est des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, voilà. Mais ce qui était marrant, en fait, c'était dans ce film-là, en fait, c'était que tu sentais en fait que Wesley Snipes était vraiment, en gros, qu'il avait une proposition, mais que c'était étriqué. Ouais. En fait, dans ce que le studio pouvait lui proposer et qu'il essayait de faire avec ce qu'il avait. C'était un peu une constante en fait dans ses films à lui, quoi. C'est-à-dire que après c'est pour ça que je pense qu'effectivement il est aussi mémorable dans Demolition Man parce que là on lui a donné l'espace pour s'éclater, quoi. Ouais, et puis faire un méchant, faire un vrai méchant, c'est ça, voilà. une vraie ordure, et un mec qui s'éclate à être méchant, quoi. Voilà, et du coup en fait, si tu veux, ça faisait sens qu'on lui propose, enfin qu'il finisse par arriver sur quelque chose comme Blade, parce qu'il voulait, mine de rien, il voulait quand même faire Black Panther aussi, ouais, avec John Singleton à l'époque. Parce que c'est quelqu'un qui aime aussi ça, hein, les comic books à la base, et en fait sur Blade il a ramené en fait vraiment tout son bagage, et c'est ça qui était vraiment finalement disons que faut regarder effectivement des Passagers 57, même les Drop Zone, même les Money Train en fait comme des galops d'essai en fait pour aller vers Blade et ce qu'il pouvait vraiment apporter, et à mon sens comment dire magnifié, c'est-à-dire que la proposition de Blade, quoi qu'on pense du film, etc., c'est une proposition qui est la même fondamentalement, alors pas en termes qualitatifs, hein, mais vraiment en termes de qu'est-ce que ça apporte dans le cinéma d'action, que Die Hard à l'époque, c'est-à-dire que vraiment on sort d'un cadre pour en recréer un autre, c'est ça. Et ça, on le doit à Wesley Snipes. Ouais, et puis Stephen Norrington et tout ça. Mais qui s'inscrivait dans un mouvement, puisque derrière t'as Matrix, quelques mois plus tard t'as Matrix et tout ça, quoi. Enfin, c'est un truc qui était dans l'air à ce moment-là, quoi. Mais qu'effectivement, Snipes a eu l'intelligence de capter, et que oui, je pense qu'il a, après avoir quasiment passé 7-8 ans à faire des trucs comme voilà, un peu de série et tout, même s'il se donnait toujours bien, tu vois, il avait fait le truc avec c'était Murder at Miss. Ah oui, Meurtre à la Maison Blanche. Alors ça, c'était pareil, c'était un polar, ça. C'était un polar, c'était un thriller, mais c'était à la base un projet pour Bruce Willis. C'était Dwight Little, celui-là. Dwight Little. Ouais, voilà. Pas George Cosmatos, c'était l'autre avec Haute Trahison. Haute Trahison, ouais, c'est ça. Shadow Conspiracy. Voilà, c'est ça. Avec Linda Hamilton aussi. Et Charlie Sheen. Donc, moralité. Ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez aimé Avengers Endgame, vous le devez à Passager 57. Voilà, c'est tout, quoi. Tu vois, puisque si ça existe, c'est à cause de Wesley Snipes, et voilà, basta, quoi. Bah, en fait, on a fait assez court, mine de rien, cette fois. Je crois qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de plus sur le film. Sur Passager 57. Petit film de série, finalement, une fois qu'on a bien cadré ce que c'est censé raconter, c'est pas méchant. C'est pas un grand film, hein, loin s'en faut. Non, mais ça restera comme le film parce que ça a été un succès en fait. Hein. Ça a été un vrai succès. Ça, le film parce que ça n'a pas coûté cher. Non, ça a coûté 15 millions de dollars à l'époque, mais ça en rapporte quand même 66. Dont 40, dont une quarantaine rien que sur le territoire américain. Ça a moins marché à l'international. Ça a quand même fait une vingtaine de millions de dollars à l'international. Et je pense qu'effectivement, pour le coup, ça devait être un bon score à l'époque pour un film avec un acteur black en tête d'affiche, quoi. Ouais, et puis c'était pas forcément hyper vendeur à l'époque. Ça avait moins marché que New Jack City, mais c'était moins aussi, comment dire. C'était moins ancré dans une certaine culture. Voilà, c'est ça, et puis dans l'air du temps. Et aussi l'autre truc en fait avec Passager 57, c'est que mine de rien, et c'est là où tu te dis putain, les studios faisaient des petits films à l'époque aussi. Alors c'est à dire que c'était un film d'action, c'était un projet commercial à proprement parler, mais c'était un petit film. C'est-à-dire que c'était pas un gros. Oui, mais on est plus en tout cas un film du milieu de cette époque. Ouais, ça c'est clair qu'on n'était pas du tout dans le paradigme où maintenant, c'est clair que maintenant une production comme ça va se retrouver directement sur Netflix, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Oui. Tu vois un truc comme, je sais pas si t'as vu la bande-annonce du prochain truc de Jonathan Hensleigh avec Liam Neeson là, Ice Road. Ah oui. Et c'est un truc que les studios ne font plus, quoi. Ah non, mais clairement. Mais là, ça se produit parce que en fait, chaque époque de cinéma a son action star, on va dire, si tu veux. Et là, c'est Liam Neeson, et Liam Neeson, il a encore la street cred pour produire en fait, pour faire produire en fait quelques films. Faut qu'il en profite parce que ça va plus trop. Enfin, il commence non, bah ça c'est clair, quoi. Mais là, il est sur ses derniers trucs là, je crois. Je crois qu'il a dit d'ailleurs qu'il voulait arrêter maintenant. En même temps, il approche les 70 ans. C'est donc, ça. Même s'il est encore en forme, je pense. Mais ouais. Alors sinon, juste pour deux trucs rigolos à signer sur le film, c'est qu'on voit donc à un moment Wesley Snipes lire L'Art de la guerre. Oui, c'est vrai. Voilà, comme quoi il avait déjà probablement en tête ce genre de truc. Et on vous renvoie au podcast sur l'art de la guerre. Voilà, et au film. Qu'on a fait, voilà. Au film de Christian Duguay, mais au podcast, mais surtout au podcast qu'on a fait avec Julien Dupuis. Et alors, anecdote moins rigolote, le film était censé passer à la télé sur Stars le soir du 11 septembre. Donc il a été évidemment déprogrammé. Oui, bon après ça, c'est vrai que ça aurait été un petit peu délicat, mais c'est ça, voilà, il fallait au film, ce truc s'est retrouvé un peu embarqué dans cette vague de trucs comme ça. Mais il y a eu en fait un tas
tas de trucs comme ça. Hein. La scène d'ouverture du premier épisode du pilote de 24 heures chrono a été aussi censurée parce qu'il y avait un accident d'avion ou un truc comme ça, je crois. Alors, ça reste dans le film. Dans le début, mais en fait, ils ont taillé dedans parce que c'était trop intense. T'avais notamment, il y avait aussi un truc à l'époque, quand ils avaient fait le spin-off d'X-Files sur les Lone Gunmen, où il y avait un épisode qui avait sauté parce que justement, il parlait ça a évoqué un possible complot pour faire péter les tours du World Trade Center. Metal Gear Solid 2 avait, même dans les jeux vidéo, Metal Gear Solid 2 avait eu une cutscene bien rabotée puisqu'on voyait à la fin l'Arsenal Gear rentrer dans New York en fait, et avec le paysage, avec les tours. Quand tu regardais le disque bonus qu'il y avait avec la ressortie du jeu, tu pouvais voir le modèle d'ailleurs de New York à la base et qui n'était pas utilisé. Voilà. Mais oui, ça a été voilà. Mais bon, oui, je pense qu'effectivement il y a si vous voulez le revoir, moi je pense que ça peut se revoir. Encore une fois, ça dure 1h24. Vous n'allez pas vous faire chier en voyant ça, et c'est vraiment pour voir effectivement ce que Snipes apportait à l'époque en termes de héros d'action, quoi. Ouais, sa proposition, quoi. Voilà. Bon. Merci Mathieu. Merci Stéphane. Merci Alain, merci à la technique. Merci à nos auditeurs, merci aux tipeurs, à ceux qui nous soutiennent. Pour le faire, vous pouvez aller sur tipeee.com et les mots-clés sont Capture Mag. Les mots-clés sont Capture Mag aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sur les agrégateurs de podcasts pour nous écouter, que ce soit Spotify, que ce soit Deezer, que ce soit SoundCloud. Et puis nous on se retrouve une prochaine fois avec je ne sais pas quoi, un autre film. Voilà. Ciao.